Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Une nouvelle année, une nouvelle décennie, une nouvelle émission. L'heure de la lecture n'existe plus. Cette émission a été remplacée par La Voix des écrivains. La Voix des écrivains que j'allais tourner le 14 mars, mais malheureusement, avec tout ce que vous connaissez, avec la pandémie de ce virus, on n'a pas pu tourner l'émission. La mairie nous a écrit « Les activités culturelles ne reprendront qu'en septembre ici à Melun ». Mais on ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait qu'on tourne cette nouvelle émission, La Voix des écrivains. Sans plus tarder, nous allons passer à la première séquence, nos invités. Nous allons commencer par Florence Renard. Florence Renard, c'est une poétesse, mais attention, il y a poétesse et poétesse. Celle que je vais présenter maintenant fait partie d'une autre catégorie. Elle nous a envoyé sa biographie. Bien, vous êtes en train de me suivre, Florence Renard. Vous avez écrit de la poésie depuis votre adolescence. C'est certainement votre côté pianiste, violoncelliste, mélomane qui fait que vous écoutez attentivement le son des mots et que vous jouez avec leur sens. Vous écrivez très régulièrement des poèmes pour des peintres. À présent, nous allons parler de votre bibliographie. En 2012, vous avez publié un livre de poésie associé à de la peinture avec Aurore Tokcha, une psy qui rime. Et vous avez publié aussi Florore en 2015 et Mamiro toujours en 2015. Les Nus stellaires, ce sont des poèmes. Et un roman en 2015, toujours En voie du ciel. Et en 2019, vous avez écrit un livre pour enfants avec une autre artiste peintre, Clémenceau Rousseau, qui s'intitule « Dis-moi, dis-moi ». Bien. Et qui nous allons présenter maintenant, Véronique Diarra. Ah, Véronique Diarra, je l'ai déjà reçue lors de la première émission, lors de la lecture. Aujourd'hui, elle nous revient avec un autre roman. Et ceux qui suivaient cette émission lors de la lecture, cette figure vous est familière. Bien, elle s'appelle donc Véronique Diarra. Elle sourit avec grâce, elle a un sourire permanent. Vous me suivez maintenant, Véronique Diarra. Vous êtes professeur de lettres dans un collège, passionné d'histoire africaine. Vous êtes citoyenne du monde, ayant vécu un peu partout au gré des affectations d'un père haut fonctionnaire international, issu d'une famille qui puise ses origines dans 3 pays africains, Congo, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Effectivement, pour les Congolais qui suivent cette émission, Véronique Diarra est à la fois congolaise, burkinabé et ivoirienne. Et son père a déserté ce monde il n'y a pas très longtemps, M. Paul Kaya. Bien. Bibliographie de Véronique Diarra. En 2017, vous avez publié chez L'Harmattan Chouka, la danseuse sacrée. Et non, je ne me tairai plus, que j'ai présenté lors de la dernière émission, lors de la lecture, en 2019, c'était sorti aux éditions Wawa. C'était en 2018. Et en 2019, Agnolinté, une vie d'Amazon, que vous avez publié toujours chez Wawa, et Le dernier voyage du roi Aboubakri Keïta, toujours chez Wawa. Bien. Ensuite, Jade Dragota. Jade Dragota, je lui ai envoyé l'invitation, elle a gentiment accepté et j'étais pressé de la rencontrer. Mais malheureusement, l'émission n'a pas eu lieu à cause du virus. Et maintenant, nous sommes sur un plateau virtuel pour animer cette émission. Je suis chez moi, ici à Melun, dans mon petit studio Spiritou, parce que les conditions ne nous permettent pas d'animer l'émission
comme nous le faisons d'habitude. Bien. Vous êtes passionnée et amoureuse des mots. Vous êtes cavalière, guide de randonnée équestre et enseignante indépendante en équitation. Depuis septembre 2019, vous occupez en parallèle un poste d'assistante d'éducation au sein d'un établissement scolaire. Écrire est un besoin vital pour vous. Find Your Freedom est votre premier roman, qui veut dire Trouver votre liberté, et votre premier roman paru en juillet 2019 aux éditions Le Lit Bleu. Bien. Et enfin, concernant toujours cette première séquence, nos invités, je vais vous présenter Alphonsine Nyelenga Bouya. Elle vit en Belgique, elle habite Bruxelles. Bien, quel plaisir de recevoir celle qui a roulé sa bosse un peu partout, en France, en Allemagne, au Sénégal et en Haïti. Comme je l'ai dit, elle s'appelle Alphonsine Nyelenga Bouya. Présentation de cette dame. Études primaires et secondaires à Brazzaville, études supérieures à Berlin, en Allemagne, puis à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez embrassé la carrière d'enseignante. Vous avez été consultante à la Banque mondiale et fonctionnaire international à l'UNESCO. Comme chargée de programme après le tremblement de terre pour travailler au redressement du système éducatif. Vous êtes resté jusqu'à votre départ à la retraite en 2014. Depuis, vous avez choisi de vous installer à Bruxelles, où vous vous êtes lancé à l'écriture. Tout récemment, vous êtes devenu membre du Conseil consultatif pour l'égalité des chances dans votre commune de Berchem-Sainte-Agathe en Belgique. Ah, la bibliographie. Vous avez publié Makandas dans mon sang. C'était en 2016, c'est un recueil de nouvelles paru aux éditions La Doxa. Et Le rendez-vous de Montbrun Cochu en 2018, un roman aux éditions Le Lit Bleu. En 2019, vous avez lancé un appel à texte contre l'afrophobie en Afrique du Sud. Cette activité vous a permis de collecter une cinquantaine de poèmes qui seront publiés sous votre coordination. Et en 2020, enfin, vous êtes en train de finir l'écriture de votre troisième ouvrage. Bien. Voici notre deuxième séquence qui s'ouvre, le livre de l'auteur. Le livre d'Alphonsine Nyelenga Bouya. Ce livre, quand je l'ai reçu, je l'ai lu, je l'ai terminé, mais la seule envie que j'ai eue, c'était de le relire, parce que c'est un livre passionnant. Et puis, dans ce roman, disons, le thème tourne autour des deux points centraux, à savoir les violences que subissent les femmes à travers le monde et la parole qui libère. Donc, je vais appeler Alphonsine Nyelenga Bouya, là où elle se trouve chez elle, à Bruxelles, confinée chez elle, comme tout le monde d'ailleurs. Et la question que je vais vous poser à Alphonsine Nyelenga Bouya, d'abord, bonjour. Est-ce que votre roman, c'est une fiction ou bien un fait réel? Bonjour, Monsieur Denis Malanda. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateforme qui fait parler, qui fait intervenir les écrivains, et je vous en félicite parce que je les suis souvent quand vous présentez vos émissions, je les suis aussi sur YouTube. Je dois vous dire que non, ce n'est pas un fait réel. Le roman en lui-même est le produit de mon imagination, une imagination que je qualifie souvent de débordante. Bon, bien sûr, comme vous le savez, à force d'avoir côtoyé un si grand nombre d'écrivains et d'écrivaines, un roman ou une nouvelle ou toute fiction
ça part toujours d'un tout petit point du réel, une petite observation du réel. En effet, par exemple, pour être ensuite développer ce que je veux dire, en effet, par exemple, les interventions de toutes les femmes qui se présentent dans le roman sont partie de ce que j'ai pu observer à travers mes missions professionnelles dans différents pays, à travers ce que les femmes m'ont raconté sur les violences qu'elles ont subies dans leur vie. Et donc, à partir de ces faits réels, bien sûr, j'ai brodé, j'ai développé, j'ai fait agir mon intuition, je fais agir mon imagination pour arriver à ce roman. Donc, voilà, mais ce n'est pas un fait vécu d'un seul coup, non, c'est des petites histoires, c'est des résultats, des observations que j'ai mis ensemble et que j'ai développé à partir de ce que m'inspirait mon imagination. Oui, mais vous avez reçu l'invitation. Il y a une petite fille qui est venue vous voir, qui vous a remis l'invitation. Mais en fraction de seconde, elle a disparu. Vous n'avez pas eu le temps de discuter avec elle. Mais pourquoi avez-vous accepté cette invitation venue de nulle part, apportée par une fille sortie de nulle part? Pourquoi avoir répondu à l'invitation? Bon, d'abord, je dois dire que c'est la narratrice qui n'est pas moi. Moi, je ne suis pas la narratrice. Moi, je suis l'auteur, mais je ne suis pas la narratrice. C'est la narratrice, celle qui se présente vers la fin du roman en disant qu'elle est Engoussi, la fille du vent. Mais la narratrice est différente de l'auteur. L'auteur, certes, a écrit à la première personne du singulier, mais la narratrice, ce n'est pas moi. Et pourquoi est-ce qu'elle a répondu à cette invitation mystérieuse? Ben, c'est là toute la trame du roman, c'est là que commence tout le suspense du roman pour savoir qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient et qui nous conduit petit à petit, en maintenant le suspense, on veut savoir que signifie cette invitation, ou cette invitation va finalement conduire cette narratrice. Et donc, c'est tout ça le mystère qui se cache derrière ce roman. Et jusqu'au moment où, finalement, il se retrouve au pied de l'arbre à Montbain Crochu, et à la fin, la petite fille, elle réapparaît. Elle réapparaît à la fin du livre et c'est là que la narratrice se rend compte qu'il s'agit d'une petite pygmée de la cuvette du bassin du Congo, disons. Et donc, il y a une différence entre moi en tant que rédactrice, en tant qu'écrivaine, et la narratrice, celle qui raconte l'histoire. Mais pourquoi alors vous êtes en Haïti, mais tout d'un coup, vous parlez de vos ancêtres Congo? Pourquoi est-ce que je parle de mes ancêtres en Haïti? Ben, simplement parce que j'ai vécu 5 ans en Haïti. Et en Haïti, j'ai découvert que Haïti, c'est vraiment une Afrique en miniature transposée en plein milieu de l'océan Atlantique. Et il se trouve que là-bas en Haïti, il y a un triangle sacré du vaudou et un des points de ce triangle sacré est le village de Soukri. Le village de Soukri, où d'ailleurs il y a un Congolais de Brazzaville qui y vit, monsieur Grégoire Dienguele Machoua, qui est presque vaudou là-bas, qui est parti pour faire des études d'anthropologie, et puis finalement il est resté en Haïti. Et donc je suis allée visiter Soukri, et à Soukri, on trouve sur le fronton du temple, bienvenue, il est écrit bienvenue au royaume Congo. Donc par rapport à la religion vaudou, l'influence du Congo, de l'ancien Congo, est très 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 présente dans ce village de Soukri. Et c'est ainsi que j'ai voulu utiliser le roman pour faire ressortir ce lien entre
le Congo et Haïti, c'est à travers la religion vaudou. Le lien entre le Congo et les pratiques culturelles en Haïti, par exemple, quand ils jouent du tambour pendant les cérémonies vaudou, on retrouve très facilement, pour un Congolais qui passe par là, on reconnaît très facilement le rythme Congo, le rythme de chez nous. Et malheureusement, ce n'est pas très bien connu parce que tout le monde dit que bon, Haïti, c'est le Bénin, c'est le Dahomey, mais il y a un fort héritage Congo en Haïti. Et c'est ça que j'ai voulu faire ressortir dans mon roman. Et j'ajoute, 60% de la population haïtienne est originaire du Congo. Bien, merci beaucoup Alphonsine Nielenga Bouya. Et maintenant, je vais vous présenter le livre de Jade Dragota, Find Your Freedom, qui veut dire trouver votre liberté. Ce livre, d'abord, Jade Dragota, je vous fais des compliments. Ce livre, je l'ai bien lu. C'est un livre qui est, disons, passionnant, bouleversant, magnifique. Et j'admire votre courage, parce que vous avez tout dit dans ce livre, franchement. Pour cela, je vous félicite. Bien, bonjour Jade Dragota. Vous avez été victime d'harcèlement, mais quel genre d'harcèlement que vous avez subi? Bonjour Monsieur Denis Malanda, effectivement j'ai été victime de harcèlement pendant ma dernière année de collège. J'ai subi ce harcèlement scolaire par deux filles de ma classe de cette époque, ça a duré plusieurs mois. Ma reconstruction s'est avérée très longue, ça a réellement pris fin que lorsque j'ai décidé il y a quelques mois de transcrire par écrit toutes les violences morales, l'intimidation, le rabaissement jusque sur les réseaux sociaux, les menaces de mort, l'isolement et le dénigrement que j'ai subi. Cette thérapie par l'écriture m'a permis d'avancer de manière constructive. Après avoir noirci plus de 200 pages, j'ai réalisé que, contrairement à la plupart des victimes de harcèlement, j'ai su retirer la part positive de mon combat. La force dont j'ai dû faire preuve m'a transformée. Ça a fait de moi une personne affirmée, capable de franchir plein d'obstacles. Donc j'ai décidé de faire publier mon écrit en souhaitant que mon témoignage permette à d'autres de puiser au plus profond d'eux-mêmes pour trouver l'espoir, le courage et l'énergie nécessaires à leur liberté. Beaucoup de victimes souffrent de l'après, parfois plus que du pendant. Je conseille dans mon ouvrage de parler, de dénoncer les agissements pour sortir du statut de victime. Mais je consacre également quelques chapitres à la reconstruction, au combat qui s'engage alors contre soi-même, puisque je pense que c'est un passage obligatoire si on vise la liberté de vivre à nouveau sereinement. Et j'insiste surtout sur le fait qu'il n'est pas aisé de reprendre confiance en soi, en d'autres, mais c'est possible, c'est largement possible. Dans ce livre, vous parlez de la mort, parce que l'idée de vous suicider vous est arrivée. Mais dites-moi, est-ce que pour vous mourir était la seule alternative? Alors oui, m'ôter la vie était pour moi ma dernière alternative, voire la seule. Je ne comprenais pas pourquoi je devais continuer de vivre si c'était pour souffrir perpétuellement. Vous savez, il y en a qui disent qu'il faut du courage pour se suicider. Je pense pas que ce soit ça le courage. Le courage, c'est de continuer à se battre quand la mort vous tend les bras. Je pense que dans ces moments-là, vivre, c'est un combat. Les gens qui n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de regrets. Leur seul souhait, c'est d'arrêter de souffrir. Voilà, donc ressentir la douleur une dernière fois, je pense que ça leur est complètement égal, puisque de toute façon, la vraie souffrance, quelle qu'elle soit, ils la connaissent déjà. C'est une souffrance qui est en eux, et je parle clairement connaissance de cause, puisque c'est ce que j'ai ressenti.
Mais voilà, après, ce qui m'a fait rester en vie malgré la perte d'espoir, c'était l'amour de mon entourage et, euh, et aussi une certaine culpabilité. Je voulais pas que la dernière image dont on se rappellerait de moi, ce serait l'image d'une fille qui s'est suicidée, le souvenir d'une morte. Je voulais pas infliger ça à ma famille, notamment mes parents qui se sont toujours battus pour moi depuis ma naissance. Alors voilà, si je me suis battue, c'est en grande partie pour eux. À la fin de votre livre, vous avez mis la lettre de votre maman, dont je vais lire un peu l'extrait. J'ai longtemps culpabilisé de ne pas avoir décelé ton mal-être plus tôt, de t'avoir laissé seul face à cette angoisse permanente. Obnubilé par mon travail qui me prenait bien plus de 8 heures par jour et convaincu, comme la majorité des parents, qu'un ado qui boude, se rebelle et ne confie rien est une normalité qui disparaît avec le temps. Je n'ai pas su ouvrir les yeux. Voilà l'extrait de la lettre que votre maman vous avait envoyée. Et vous avez mis cette lettre à la fin de ce livre. Mais je vais vous dire, Jade Dagota, cette lettre m'a arraché quelques larmes. Alors, concernant la lettre de ma mère, à moi aussi, elle m'a arraché des larmes, beaucoup même. En fait, c'est à ma demande qu'elle a écrit cette lettre parce que je trouvais ça important que les lecteurs qui découvriront mon histoire dans mon livre connaissent aussi ce qu'a ressenti et vécu ma mère durant cette période de harcèlement. La première fois que j'ai lu ces mots, je ne m'attendais pas à toute cette douleur qu'elle a supportée. Exactement comme elle n'avait pas vu l'étendue de la mienne. Je crois que cacher ses émotions à la perfection, ce petit côté actrice, je dois le tenir de ma mère. Donc j'ai trouvé ça plus qu'essentiel de joindre cette lettre, déjà pour que d'une certaine manière les parents qui ont un vécu similaire ne se sentent pas seuls, et aussi pour que chaque personne ait une prise de conscience et ouvre les yeux sur le fait que le harcèlement, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas du bizutage, comme on le disait il y a longtemps quand le sujet est encore tabou. C'est ni de la crise d'adolescence. Chaque être humain a sa propre émotivité, sa propre capacité à endurer, à réagir. Voilà, chaque être humain a son caractère, à savoir faire face aux situations ou les fuir ou attendre. On est tous différents et on a tous nos points faibles. On n'est pas invincible et je cataloguerai jamais les gens dans des cases comme les plus forts et les plus faibles, parce qu'on est tous plus forts que quelqu'un et plus faibles qu'un autre sur une étendue de domaine. Voilà, on peut être plus fort qu'un autre en littérature, mais plus faible que le voisin en ce qui concerne un trait de caractère, comme contrôler son impulsivité par exemple. Mais en tout cas, les plus à même de faire face à des problèmes devraient soutenir ceux qui le sont moins. Parce que même si on est tous égaux dans nos droits et nos devoirs de citoyens, on ne l'est pas dans notre nature en tant que personne, dans nos personnalités, notre éducation. On est tous uniques, donc différents. Aider son prochain, c'est ce qui s'appelle la fraternité, et je rappelle que c'est un des mots qui figure sur la devise de la République française. Et en tant que jeune femme citoyenne de ce pays, ce que je souhaite au plus haut point, c'est que tous mes concitoyens respectent cette devise, parce que la solidarité est bel et bien un synonyme de fraternité. Et même s'il y a des choses, des soucis qui peuvent nous paraître insignifiants au premier abord, que l'on soit simple observateur ou en cause, il ne faut pas fermer les yeux parce que ça peut être bien plus important qu'il n'y paraît et les conséquences peuvent vraiment être atroces. Voici le livre de Véronique Diarra, Le dernier voyage du roi Aboubakry Keïta. Ce livre
nous raconte un pan d'histoire africaine que nous ne connaissons pas. Le roi Aboubakry Keïta a pris le pouvoir après la mort de son père. Mais il a un projet. Son projet, c'est d'aller de l'autre côté de la mer pour aller découvrir le peuple taïnos qui vit là-bas. Et pour cela, il ordonne la construction d'une flotte. Voilà. Donc c'est un livre aussi très, très passionnant de Véronique Diarra. Bonjour Véronique Diarra. Dites-nous, pour quelle raison êtes-vous fascinée par l'histoire du roi Aboubakry Keïta? Bonjour Denis Malanda. C'est vrai, je suis fascinée par l'histoire du roi Aboubakry Keïta. Eh bien, c'est parce que ce souverain mandingue, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de lui. On n'a même pas tenu compte suffisamment de l'exploit extraordinaire qu'il a accompli. Je tiens, dans ce roman, à le réhabiliter en racontant ses hauts faits. Bon, finalement, le peuple mandingue réussit à s'installer sur l'île du cacique Ekwabo, parce que Ekwabo, c'est le chef des Taïnos, et le roi Aboubakry Keïta, c'est le roi des Mandingues. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc culturel, d'autant plus que ce sont deux cultures différentes, c'est-à-dire le peuple mandingue et le peuple taïnos, et ils se sont retrouvés, et il y a ce mélange. Est-ce qu'il n'y a pas eu un choc culturel? Dites-nous ça, Véronique Diarra. Effectivement, quelques mandingues sont restés sur Haïti. Et il n'y a pas eu de choc entre les deux peuples. Pourtant, ils sont très différents. Mandingues d'un côté, taïno de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que de part et d'autre, ces peuples cultivaient la paix et la tolérance. Alors, leur rencontre s'est faite dans le calme, sachant que leur culture, bien que très différente, était fondée sur la paix et sur la tolérance. Alors, les Mandingues ne sont pas arrivés comme des conquérants agressifs. Les Taïnos n'ont pas agi comme des xénophobes hurlants et frappants. Les relations que ces deux peuples ont entretenues se sont fondées sur des échanges commerciaux et des échanges culturels. Est-ce que vous pouvez nous certifier que le peuple mandingue est bien arrivé, disons, en Amérique avant Christophe Colomb? Quelles sont vos sources? Mes sources sont nombreuses et précises. Tout d'abord, des archéologues ont découvert sur l'île d'Haïti des lances faites exactement comme celles des Mandingues au XIVe siècle. Il s'agissait de lances faites de 18 parts d'or, 6 parts d'argent et 6 parts de cuivre. Christophe Colomb tenait un journal de bord. Et dans ce journal de bord, il a bien spécifié qu'il a pu communiquer avec ce qu'il appelait indigènes indiens, au lieu de comprendre que c'étaient les Taïnos. En tout cas, de leurs échanges, il s'est dit que d'autres visiteurs étaient venus jadis en bateau, mais ce n'étaient pas des blancs, c'étaient des noirs. Par la suite, le roi d'Espagne, le commanditaire de Christophe Colomb, a tenu à avoir des preuves de tout ce que cet aventurier a raconté. Il a donc envoyé 2 chroniqueurs sur les îles que Christophe Colomb avait découvertes. Mais là, vous nous parlez des chroniqueurs, mais à quoi consistait leur travail? Ces chroniqueurs ont fait une description très précise de ce qu'ils ont vu sur l'île d'Haïti, de Jamaïque et de Cuba. Et ils ont certifié avoir vu des hommes noirs sur ces îles. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont travaillé sur ce projet, disons sur ce travail, en dehors des chroniqueurs?
si ces personnes existent, mais lesquelles, dites-nous, lesquelles qui ont travaillé en dehors des chroniqueurs en ce qui concerne, disons, ce problème de, puisque nous on a appris que Christophe Colomb a été le premier à découvrir l'Amérique. Mais là, vous dites que c'est d'autres. Mais quelles sont vos sources? Vous l'avez dit, bien sûr. Mais dites-nous, en dehors des chroniqueurs, s'il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et puis, des historiens et romanciers ont travaillé sur ce sujet. Je commence par l'Égyptien d'origine syrienne, Oul-Mari, qui a parlé de l'histoire d'un grand roi mandingue parti sur l'océan vers l'ouest, mais qui n'est jamais revenu. C'était Mansa Aboubakri II. Le Britannique Ivan Van Sertima a travaillé sur plusieurs terrains en Guyane anglaise et en Amérique centrale. Et il a trouvé des vestiges et des preuves du passage de populations africaines, d'expéditions africaines qui sont venues en Amérique avant Christophe Colomb. Et il a noté tout cela dans son œuvre They Came Before Columbus. Ils sont venus avant Christophe Colomb. Le Français Maurice Delafosse, un administrateur du temps des colonies, un administrateur français, amoureux de la culture africaine, a appris auprès des griots à écouter les traducteurs et a mis par écrit l'histoire du souverain Aboubakri Keïta qui est parti sur la mer et n'est jamais revenu. Enfin, les historiens et romanciers africains Djibril Tamsir Niane et Gaussou Diawara se sont assis auprès des griots mandingues, les maîtres de la parole. Ils ont écouté, ils ont appris et ils ont pu reconstituer l'histoire de Mansa Aboubakri II, petit-fils de Soundiata Keïta, qui est parti sur l'océan Atlantique avec sa suite, mais qui n'est jamais revenu. Bien, merci beaucoup Véronique Diarra. Et maintenant, nous allons passer à le livre. Je vais vous présenter le livre de Florence Hergé. Hergé, c'est-à-dire le livre de Florence Renard. Renard, je vous dis, vous voyez son livre. Et si vous aimez la poésie, j'ai un remède. C'est ce recueil de poésie illustré par Aurore Torcha. Bien. Et Renard, disons, Florence Renard est aussi confinée chez elle. Son département est en rouge en ce moment. Bien. Bonjour, Florence Renard. Mais ce recueil, c'est une œuvre commune. Mais ce que je voulais savoir, comment vous êtes arrivé l'idée de collaborer avec Aurore Torcha? Bonjour Denis Malanda. Alors, pour parler de ce recueil que j'ai fait avec Aurore, ça s'est fait un dimanche matin. On sortait de la messe de Crisnois toutes les deux et on discutait, voilà, en allant chacune chez nous. Elle me parlait des expositions de peinture qu'elle faisait. Et moi, je parlais des concours que je faisais, de nouvelles et de poésie. Et puis là, subitement, on a eu l'idée de faire quelque chose ensemble. C'était assez fort. Donc, je suis allée voir ses peintures. Et puis, on a associé mes poèmes avec ses peintures. On a essayé de faire quelque chose qui nous semblait bien être cohérent. Et on a fait un premier recueil qui s'appelle Une psychérine. Puis, trouvant l'expérience très sympathique, on a continué. On a fait un deuxième recueil dont on parle aujourd'hui, Florore. Et là, c'était une expérience plus intime, plus profonde. J'ai vraiment écrit la poésie, mes poèmes, par rapport à ces tableaux. Je me suis imprégnée de ses œuvres et j'ai écrit directement. Du coup, ça donne un sens plus profond. J'ai eu la chance qu'Aurore me laisse libre cours à mon écriture, même si le sens qu'elle donnait à son tableau n'était pas celui que moi je donnais. Elle trouvait ça toujours très bien. C'était très sympathique de travailler avec elle.
Et du coup, on a lié une amitié artistique et une amitié tout court. On a l'idée de faire encore d'autres recueils ensemble. On fait aussi également régulièrement des expositions avec ses tableaux et mes poésies. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Voilà comment on est arrivé à travailler ensemble. Et j'espère qu'on travaillera encore longtemps ensemble. La poésie comporterait 3 puissants pouvoirs selon les études de Régine Détombel. Régine Détombel, c'est une écrivaine, donc pour elle, il y a 3 pouvoirs puissants qui sont le rythme, la sonorité et la pensée. Est-ce que vous adhérez? J'adhère tout à fait à cette idée-là. Pour moi, les mots ont d'abord un son, une musique, avant d'avoir un sens. C'est important pour moi, dans ma poésie, les mots, je les lis à voix haute quand je les écris, pour bien écouter leur rythme et leur sonorité. Je façonne mes poèmes comme un sculpteur. Je sculpte, je lime un peu les mots, je les change, je les modifie, même si le sens me convient et que le son ne me convient pas, eh ben je les modifie. Pour moi, un poème, c'est aussi une musique. J'y mêle le son, j'y mêle le sens et j'y mêle l'émotion. L'émotion, c'est vraiment un support fort pour moi. Voilà comment sont façonnés mes poèmes. Florence Renard, moi, je suis admiratif des gens qui font des choses que moi, je ne peux pas faire. Parce que les poèmes qui se retrouvent dans ce recueil, pour moi, c'est une prouesse. Donc, il y en a beaucoup, j'en ai lu, j'ai eu même l'embarras du choix, mais il y a le 11 septembre qui m'a interpellé. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire dans 11 septembre, Florence Renard? Le 11 septembre, ça a été un jour très douloureux pour moi, très particulier, de voir ces informations, ces attentats en boucle, ces avions qui percutent les tours en boucle. Ça a été quelque chose de difficile à vivre. Et j'ai eu besoin d'exprimer ça, de ressortir ça pour pouvoir passer à autre chose, si on peut passer à autre chose. Voilà, donc j'ai décrit quelque chose de fort, mais qui correspondait à ce que j'ai pu ressentir moi à ce moment-là. Et il s'est trouvé qu'Aurore a fait un tableau aussi par rapport au 11 septembre, et du coup, bah voilà, ça s'est trouvé qu'on a mis nos œuvres ensemble. Elle, son tableau, moi, mon poème. Il n'y a pas grand-chose à dire que de l'écouter, de le lire. Bien, merci beaucoup Florence Renard. Voici maintenant notre 3e séquence, le plaisir de lire. Bien, comme disait Borges, il y en a qui se vantent de ce qu'ils ont écrit, mais moi, je suis fier de ce que j'ai lu. Ça, c'est Borges qui le dit. Et donc, nous sommes dans cette séquence, le plaisir de lire. Nous allons commencer par Claudia. Claudia qui est devenue notre lectrice maison. Et elle va lire depuis chez elle. Elle est aussi confinée comme tout le monde. Donc, je vais lui demander de nous lire un extrait du livre d'Alphonsine Nyelenga Bouya. Ce chapitre s'appelle Matera. Écoutez, Claudia. Une lueur pâle apparaît sur la crête du morne de l'Est, derrière les cabanes encore endormies. Une silhouette se détache dans l'espace entre 2 cabanes. C'est une femme, reconnaissable à la longue robe rouge qu'elle porte jusqu'aux chevilles. Arrivée à hauteur de l'arbre sous lequel nous sommes assises, et sans préambule, elle se met à jacter avec verve et solennité, comme si elle avait suivi tous les propos tenus par ses prédécesseurs. Il faut arrêter vos histoires macabres de guerre, de massacres, de viols, de morts, et changer de registre. Vous tournez autour du pot, alors que nous sommes ici pour décortiquer juste une chose, l'injustice, ce mal qu'aucune de vous n'a voulu nommer, ce mal qui fait de nous des diables, des zombies, des Ikwe.
nous sommes venus avec chacune des paroles à déposer au pied de cet arbre pour délier les nœuds qui s'entremêlent, déchirer les toiles d'araignée du silence. Bien, merci beaucoup, Claudia. Maintenant, je vais faire appel à Anne-France Baduy. Anne-France Baduy, c'est une poétesse. Je l'ai déjà reçue aussi dans l'heure de la lecture, mais aujourd'hui, elle va nous lire l'extrait du livre de Véronique Diarra, Le dernier voyage du roi Aboubakry Keïta. Bien, elle est confinée chez elle. Anne-France Baduy, c'est à vous. Le grand jour est arrivé. La nouvelle flotte est achevée. De nombreux vaisseaux se mirent dans les eaux claires du fleuve, en amont de son embouchure. C'est ce courant qu'il faut suivre pour trouver la bonne route maritime qui mènera Mansa Aboubakry Keïta de l'autre côté de la grande eau. Le vent souffle et fait onduler son large manteau rouge. Sur son élégant turban, sa couronne étincelle, ainsi que les fragments d'or incrustés dans le lin sombre de ses vêtements. Refusant de laisser paraître sa nostalgie, l'empereur songe au jour où il a quitté le palais impérial de Niani. Sa mère lui a tendrement noué au poignet une fine bande de coton blanc, découpée dans le linge qu'il avait enveloppé à sa naissance. Elle l'a supplié de ne jamais défaire ce ruban, car elle avait la conviction qu'il ramènerait son fils sain et sauf de son expédition. Puis elle avait caressé le beau visage d'Aboubakry, adouci par l'émotion. Ayant retrouvé à cet instant la tête de son petit garçon, elle l'avait serré dans ses bras. Merci beaucoup Anne-France Baduy. Et maintenant, Corinne Richard. Corinne Richard, je l'ai invitée lors de l'émission L'heure de la lecture. Elle est venue, elle a vu ce que nous faisons et elle a demandé à ce qu'elle vienne lire quelques extraits des livres et des poèmes dans notre émission, la nouvelle La Voix des écrivains. Et aujourd'hui, elle va lire aussi depuis chez elle, mais ce n'est pas en audio, elle nous a fait une petite vidéo et nous allons la suivre. Corinne Richard. Et c'est votre tour maintenant. Extrait du livre de Jade Dragota. L'ambiance à la maison devint électrique à partir de ce jour. Mon mal-être commençait à devenir visible, presque palpable, sous la forme d'un caractère exécrable. Je râlais pour un rien et hurlais même après les objets. Ma mère me rendait dingue pour des banalités du style « Ramasse tes cheveux par terre, fais la vaisselle, range ta chambre, je ne te vois jamais sur tes devoirs. » Dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était pour critiquer le moindre de mes faits et gestes. Déjà, d'ordinaire, son côté maniaque m'agaçait au plus haut point. Mais avec ce qu'il se passait en parallèle, j'avais envie de tout casser dans la maison. J'exécutais ses demandes en protestant et en lui répondant comme mal élevé. La pauvre ne comprenait pas, enfin, et devait surtout penser que je me levais du mauvais pied. Et puis, c'est bien connu, un indo n'est jamais content, alors quoi de plus normal que l'entendre râler, contester et se plaindre. Merci beaucoup Corinne Richard. Et enfin, il faut lire le poème 11 septembre. Mais qui va le lire? Votre serviteur, qui est aussi un lecteur. Donc, le 11 septembre, c'est le poème de Florence Renard que je vais vous lire avec plaisir. Il se souviendrait de ses yeux émus, des larmes perdues quand il lui a dit le bonheur de voir son ventre arrondi. Être père enfin, il n'y croyait plus. Il se souviendrait de l'immense joie, l'envie d'embrasser le nid de l'enfant. Rien ne serait plus jamais comme avant. Il vit l'avenir désormais à trois.
Il se souviendra du trop d'émotions qui frappa son cœur en plein au milieu, signant ce matin d'un trait d'encre bleue. Un aveu témoin d'un jour de frisson. Il se souviendrait du tendre câlin, des mots murmurés au creux de son cou, ceux qu'on ne dit pas et qui disent tout. Il sut que l'amour guidait son chemin. Il se souviendrait de son pas enjoué quand il pénétra le seuil du bureau. Si à cet instant venu de là-haut, les avions n'avaient les tours percutés. Florence Renard. Bien. Je crois que toutes ces dames ont suivi la lecture des extraits ou bien les poèmes. Et maintenant, je vais commencer à voir les intentions, les impressions. On va commencer par vous, Alphonsine Nyelenga Bouya. Je vous avais envoyé le livre de Jade Dragota, vous l'avez lu, mais quel regard portez-vous, pas en tant que romancière, mais en tant que mère, sur le livre de Jade Dragota? En lisant le livre de Jade Dragota, je ne l'ai pas lu avec le regard d'une mère, parce que bon, moi, mes enfants, ils sont déjà grands et ils m'ont donné des petits-enfants. Mais je l'ai lu avec le regard d'une grand-mère qui se soucie, par exemple, de l'avenir de ses petits-enfants. J'ai 3 petites filles et un petit garçon, et donc en tant que grand-mère, je me soucie aussi de leur avenir, surtout par les temps qui courent, parce que tout ce qui se passe, je me demande, mais quel monde, dans quel monde ils vont vivre. Et donc, le livre de Jade Dragota m'a beaucoup interpellée, en ce sens qu'elle a décrit ce que, en fait, vivent les enfants dans les écoles, et dont ils ne parlent pratiquement jamais avec les parents, et les parents sont souvent dans l'ignorance, dans la méconnaissance de ce qui se passe dans les écoles. Et Jade a franchi le pas, elle a rendu un très grand service aux parents en montrant ce qu'elle a vécu à l'école, ce que c'est que le harcèlement psychologique, parce que les enfants sont capables vraiment de harcèlement psychologique. Ce ne sont pas toujours des petits anges adorables, mais ils peuvent être aussi des petits démons. Et pour les autres à l'école. Et donc, ce que Jade écrit en dehors de l'école, ça peut se retrouver aussi dans le milieu professionnel, ce harcèlement psychologique. Ça peut se retrouver aussi dans les milieux familiaux, entre frères et sœurs, entre mari et femme. C'est un sujet qui se trouve dans pratiquement tous les milieux. Et vraiment, quand j'ai lu ce livre, l'envie m'a pris de le partager avec mes enfants, qui sont eux aussi aujourd'hui des parents, pour qu'ils sachent que, attention, à l'école, il y a des choses qui se passent, mais dont on n'est pas toujours informé. Donc ce genre de harcèlement dont les parents ne sont pas toujours informés, et qui peuvent blesser un enfant pour toute sa vie. Voilà, donc c'est ça le regard que j'ai eu en lisant le livre de Jade, et la compréhension qui a été la mienne, et ce que je me suis proposé de faire à partir de la lecture de ce livre. Et je salue encore le courage de Jade d'avoir écrit ça, d'avoir mis ça dans un livre, de s'être ainsi ouvert aux autres, en expliquant ce qu'elle a vécu vraiment dans sa sœur, dans sa chair, je veux dire. Et je pense que c'est aussi pour les autres une forme de thérapie. Et je remercie énormément Jade pour cela. Et j'ajoute, 12% des élèves harcelés sont en primaire et 10% au collège et en fait 4% au lycée. Bien, merci Alphonsine Nyelenga Bouya. Bien, maintenant c'est à vous, Jade Dragota. Vous aussi, je vous avais envoyé le livre de
d'Alphonsine Nielenga Bouya, vous l'avez lu. Pour ce que je voulais savoir, bien, pouvez-vous nous dire un mot concernant le livre d'Alphonsine Nielenga Bouya? Alors, j'ai lu le livre Le rendez-vous de Montbain Crochu par Madame Alphonsine Nielenga Bouya. Déjà, visuellement, je l'ai trouvé magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. Les images sont vraiment propres à l'histoire et c'est super accrocheur visuellement. Ensuite, concernant l'histoire, j'ai trouvé que le roman de cet auteur a un caractère unique, puisqu'il y a un mélange de dureté, de poésie, je dirais même d'amour. J'ai lu des dialogues époustouflants, il y a beaucoup de tension, de charme. C'est un roman avec beaucoup de suspense qui renvoie à la souffrance de la femme et à toutes ces violences dont elle est l'objet. J'ai trouvé ça super original aussi d'allier tradition et modernité en s'imprégnant de la souffrance féminine. Donc c'est vraiment un très beau livre. Merci Jade Dagota. Bien, c'est à vous maintenant, Florence Renard, là où vous êtes. Mais qu'est-ce qui vous a frappé, disons en particulier, concernant le livre de Véronique Diarra? Ce que je pense du livre de Véronique Diarra, c'est un livre qui est très 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 intéressant, qui est raconté en plus de manière sympathique comme d'une aventure, une épopée. J'ai été très surprise de cette partie de l'histoire qu'on ne connaît pas et qui n'est pas du tout enseignée. Et du coup, ça remet en question beaucoup de choses sur l'histoire. C'était très enrichissant pour moi de voir ces cultures racontées. Je pense qu'elle devrait vraiment diffuser ce livre dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle parle de cette culture et on y est vraiment, on rentre dans ce livre comme dans une aventure. Ça se lit très très bien et c'est intéressant. Je tiens à vous remercier, Denis Malanda, de m'avoir invité à cette émission, même si c'est dans des conditions un peu particulières, mais c'est une expérience intéressante et enrichissante. Et dans l'avenir, je viendrai voir vos émissions pour m'imprégner un peu de tout ça. Vous préservez cette littérature qui se perd un peu, et je trouve ça vraiment une très bonne initiative de votre part. Je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous faites, et merci encore de cette belle expérience. Merci Florence Renard. Maintenant, c'est votre tour, Véronique Diarra, vous qui avez le sourire permanent. Mais dites-nous, quel est votre avis sur le recueil de poésie de Florence Renard? Le recueil de poésie Florore est une merveilleuse œuvre d'art. Chaque poème est accompagné d'une illustration. Et cette illustration n'est autre qu'un tableau de peinture abstraite. Et ce tableau exprime d'une façon merveilleuse tout ce que le poème fait ressentir au lecteur. Alors c'est un véritable régal. Et les poèmes sont si doux et si frais qu'ils constituent une véritable thérapie pour l'âme, un moment de bien-être. Et je le conseille à tous les amoureux de la poésie et même aux autres lecteurs. Je crois que maintenant, les librairies sont ouvertes. Précipitez-vous en librairie pour acheter ces nouveaux livres. Ces livres sont magnifiques. Les couvertures sont sublimes. Ce sont des livres qu'on a envie d'avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, les prix sont raisonnables. Bien, merci beaucoup. Notre émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. La mairie de Mélène nous a écrit « Les activités culturelles ne reprendront qu'en septembre ». Mais d'ici là, on ne peut pas rester sans rien faire. Je vais encore tourner une autre émission à partir de mon studio Spiritou d'ici septembre. Voilà, merci de l'avoir suivi et pensez à porter le masque.
Le virus n'est pas parti en vacances. Le virus est encore là. Merci beaucoup. Bonne lecture.